l'histoire de la galine de ma tata Gabrielle. Du temps de la guerre de 40, ma tata Gabrielle avait son fils Raymond qui était marin sur un bateau de guerre. Et les Allemands ont torpillé son bateau. Et on n'a plus de nouvelles de Raymond. Et 4 ans sont passés, c'est long, 4 ans. Et la Gabrielle s'est dit que ce coup-ci, son Raymond, il était mort et qu'elle ne le reverrait plus. Et tristoulette, elle a continué sa vie. Et au bout de 4 ans, la guerre s'est terminée. Et les nouvelles sont passées à nouveau entre la France et l'Amérique. Et le Jean Boucher, notre voisin, qui écoutait sa radio d'Amérique, un jour a entendu ce message. Le Raymond du Petit Bois embrasse sa mère Gabrielle. Alors au Petit Bois, des Gabrielle, il n'y en avait qu'une, et des Raymond, il n'y en avait qu'un. Et le Jean Boucher se précipite pour dire à Gabrielle, tu sais, ton Raymond, il est pas mort, il va revenir. Et quelques jours après, arrive une lettre d'Amérique. D'entre les morts, le Raymond revenait. Alors la Gabrielle s'est dit quand même, pour ce Raymond, qui vient de si loin, il faut que tu lui fasses à manger quelque chose. Seulement, il y avait encore des restrictions, et il n'y avait rien pour manger dans l'Oustau. Il restait pas qu'une chose, c'était la poule nègre, une galine, qui venait toujours sur les genoux de la mémé vieille, quand elle guettait le monde, au coin du Couradou. Quand la vieille mémé du Petit Bois est morte, personne n'a eu le cœur de tordre le cou de la poule. Mais pour ce Raymond, qu'on l'espérait pas plus, la Gabrielle a estombé sa poule. Mais guère fort, perdait que ça y portait peine. Puis elle l'a plumé, puis elle est allée dormir. Et le lendemain, elle s'est levée en disant, eh bien maintenant tu vas préparer ta biasse. Elle a cherché la poule. Et la poule, elle l'a trouvée, toute déplumée, mais bien vivante, qui caquetait dans le Couradou. Alors ma tata Gabrielle a pas eu la courage à tuer un coup d'émail. Et le Raymond, il a mangé ce qu'il y avait, des coucourdes et des figues. Et quand j'étais petit enfant, je me souviens de la poule. La Gabrielle lui avait fait un vêtement avec une serviette et des épingles. Quand il faisait beau soleil, la Gabrielle enlevait le vêtement de la poule. Une bourre lui était poussée à la poule. Et elle caquetait dans le Couradou. Je ne sais pas trop qui je suis, bien sûr. Comment savoir qui on est? Je rentre dans aucun tiroir, tu sais, mais il y a une bête comme ça, qu'on appelle l'ornithorynque. Quand on l'a trouvée, les savants se sont arrachés les cheveux parce que elle rentrait pas dans la case non plus. C'était un mammifère avec des glandes à venin, avec ça pondait des œufs, en fait, voilà. Bon. Peut-être que je suis une espèce d'ornithorynque, mais l'ornithorynque, il a bien fallu l'admettre. Quand j'étais petit enfant, à 6 ans, j'ai eu une méningoencéphalite. Voilà. J'avais les jambes paralysées. Les adultes d'un truc comme ça, ils se laissent crever en se disant jamais tu remarcheras, tu es foutu. Les petits enfants, ils s'emmerdent pas. Je me suis mis à dessiner puisque je m'emmerdais et que je pouvais pas bouger. Et puis, j'ai eu tellement de plaisir que j'ai continué tout le temps. Voilà. D'abord, je me suis guéri de ma méningoencéphalite, ce qui est un truc, souvent, on en meurt ou on en devient fou. Moi, je crois que je me suis guéri. Et j'ai continué à peine. Et c'est vrai que la peinture, plusieurs fois, elle m'a beaucoup aidé. Une m'a même sauvé la vie une fois. J'étais en psychiatrie à l'armée, je voulais pas faire la guerre d'Algérie. On m'avait enfermé chez les fous, et quand on veut pas faire la guerre, on t'enferme chez les fous. Et j'ai fait 7 tableaux. Au bout de 7 tableaux, les docteurs les ont gardés, et moi, on m'a réformé. C'était un bel échange, un bon deal, comme disaient les jeunes, parce que ça aurait certainement mal fini pour moi. Mais là, j'ai su que la peinture m'avait sauvé la vie, ou en tout cas la raison.
jusqu'à maintenant, jusqu'à la retraite. La peinture m'a jamais nourri. On est une société qui nourrit pas ses peintres. Et, bon, ça sert, c'est utile quand même les peintres. Et quand on ouvre la grotte Chauvet il y a 32 000 ans, on s'aperçoit que c'était important qu'ils aient fait ça. Mais à ce moment-là, on devait quand même leur fournir des lapins. Ils pouvaient pas à la fois peindre et chasser les lapins. Mais maintenant, maintenant que la société regorge de bouffe, on veut toujours pas nourrir la société veut toujours pas nourrir ses artistes. Alors, on se débrouille de droite et de gauche. Moi, je me suis débrouillé à la mairie de Nîmes. Ils ont nourri un artiste. Voilà. Merci à la mairie de Nîmes. Ces œuvres, j'ai fait ça entre 20 et 27 ans, voilà. Et c'était donc au sortir, les premières au sortir de l'armée, de l'hôpital psychiatrique, hein, j'ai continué sur ma lancée. Et puis ça s'est terminé de façon un peu brutale par une espèce de dépression qui s'était portée à mes yeux. Je voyais plus, je bandais plus. Et puis après j'ai rencontré Annie, j'ai arrêté ça, je voulais plus continuer ça bien sûr. Et je me suis mis à raconter des histoires, qui sont des gens qui sont les miens. Les premiers que j'ai fait, un des premiers, c'était je crois l'histoire de la poule de la Gabrielle, là dont on a parlé. Et ma maman m'a dit, tu sais, si tu veux, cette histoire... je te l'achète. Je dis, mais maman, je te le donne. Et je faisais un manteau en peau de bique à ce moment-là. Alors elle m'a dit, écoute, je te paye une dépôt du manteau. Et j'ai su que si ma maman faisait cette démarche, alors que mes tableaux d'avance, ça l'effrayait tant, j'ai su que c'était vers là que je devais aller. Et j'ai continué. Je pense à toi, grand Jacques, qu'avant de nous laisser seuls sur cette putain de terre, tu t'es demandé, sous tes cocotiers des îles Marquises, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi la connerie des petites gens qui vont à l'abattoir, joyeux comme des bédigues, en marchant au pas et en saluant leur bourreau? Pourquoi tant de silence, dites les miens? Ma vieille mémé mestre, elle me disait toujours, langue mude n'a jamais été battue, langue muette n'a jamais été battue. Et elle s'est tue toute sa longue vie, ma vieille mémé mestre. Et quand son homme est mort en 18, grippe espagnole, et quand mon père est mort en 44, sous les bombes américaines, en faisant son métier d'aiguilleur de train. Et ma maman, sa fille, elle se taisait aussi quand l'assistante sociale venait voir si elle faisait bien son métier de veuve de guerre et de mère d'orphelin. Elle se taisait et reprisait son vieux manteau. Putain, je t'aurais foutu tout ça dehors, moi! Mais Linguemude n'a jamais été abattue, alors elle se taisait et reprisait son vieux manteau. Tu vois, grand Jacques, maintenant, là où tu es, tu sais peut-être pourquoi on a tué Jaurès. Mais moi je vais te dire, ça sert à rien, quand le malheur est en marche, de se faire tout petit. Bon, et bien voilà, nous sommes père et fils. Voilà. Je pense que c'est l'image qu'on peut lui prêter, c'est l'image des fois que lui-même se donne en mettant un peu les pieds dans le plat, en faisant un petit peu le calu, comme on dit ici dans le Midi. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de naïveté quand on parle d'un individu qui a perdu son père quand il était petit, qui a vécu une première guerre en tant qu'orphelin, une deuxième guerre en tant que engagé d'office et qui s'est retrouvé pour éviter la guerre dans un asile psychiatrique, ensuite qui a peint, qui a vécu la période du surréalisme,
il n'y a pas de naïveté là-dedans, c'est une fausse image. Bonjour le chat. C'est une fausse image. Je crois que c'est plutôt le retour de essayer de garder le regard d'enfant. Donc il y a toujours en effet quelque chose de naïf, mais avec sous-jacent une grande expérience de la vie, des blessures, des moments de bonheur, ça n'existe pas, je crois, un adulte naïf. Ici, le vent, ben, c'est un peu les Hauts-de-Lure, le vent ici, et le vent, il y est très souvent, il est très présent, très fort. On a une maison qui arrête un peu le Mistral. On a une belle vue, par contre, on peut pas tout avoir, des fois il faut choisir, mais l'hiver, des fois, c'est un peu rude quand même. Allez, rentre vite, hop. Oui, le petit bonhomme aux cheveux raides, ben c'est le père Latier. Moi, je m'y mets souvent dans mes ex-votos. Je m'y implique en train de rire, en train de courir, en train d'avoir peur, en train de pisser sur l'air dans l'histoire des Conti. Mais je m'y implique parce qu'on me raconte des histoires qui sont pas toujours les miennes, mais c'est aussi moi par rapport à ces histoires. Donc ben, je pense que c'est normal que j'y sois. Hein, et qu'il n'y ait pas que les autres, je me planque pas. Mais les couleurs, c'est vrai qu'avant, elles étaient beaucoup plus sombres, hein, même l'histoire de l'Ingomude, les couleurs sont plus sombres. Et puis petit à petit, eh bien, je vais vers la lumière. Je crois que je vais vers la lumière, hein, complètement. Peut-être je me perdrai dans la lumière un jour. Ce printemps 1989, je vais chez le bon docteur Groupa qui me soigne les yeux avec ses verres de couleur et je lis dans un magazine qui rabat un interview du grand chef d'orchestre Herbert von Karajan. Et cet homme raconte qu'il a été 12 ans membre du parti nazi, mais qu'il regrette rien et qu'il le referait s'il le fallait, et qu'à sa mort, il se réincarnera en faucon. Et moi, Latier, ça me trouble dans le cœur qu'un artiste, un frère, ait pu pendant 12 ans adhérer à ces horribles choses et diriger l'hymne à la joie sans avoir toujours devant ses yeux l'image de ces petits enfants juifs à la porte de Dachau avec leurs yeux agrandis de peur, leurs baluchons et leur étoile jaune. Alors, j'appelle mon ami Marcel Allemand au téléphone. Il a vu ça de près, Marcel Allemand, les camps de déportation. Et je lui explique mon désarroi. Et il éclate de rire. Et il me dit, tu sais, Herbert von Karajan, c'est lui qui le dit, qu'il va se réincarner en faucon. Mais moi, le Marcel-man, je te le dis, il se réincarnera en borne kilométrique. Et les chiens lui pisseront dessus. Et 2 mois après, le grand chef d'orchestre, Herbert von Karajan, meurt. Et cet été, je fais du rebirth avec Marcel Allemand. Et j'ai une vision, et je vais vous la dire à mon tour. Voilà. Depuis quelque temps, Dieu joue de l'accordéon. Et il joue comme un pied. Et quand il attaque Perle de cristal, tous les gens du paradis se bouchent les oreilles et disent « Zoumaï, remets ça !» Mais comme tous,
aiment Dieu, ils se prennent par la main et ils dansent et ils font la ronde et ils éclatent de rire à voir la joie et le bonheur de Dieu. Tous, sauf dans un coin de paradis, le grand chef d'orchestre Herbert von Karajan, tétanisé de douleur dans son frac de chef d'orchestre, et qui dit « Mais comment Dieu tu peux me faire ça, à moi, von Karajan, que de mon vivant, j'ai dirigé comme un dieu les plus grands orchestres du monde !» Et il va souffrir, le grand chef d'orchestre Herbert von Karajan, il va souffrir 12 ans, Béléou, jusqu'au jour où il sentira son cœur se fondre d'amour, et où il dira, d'accord, Dieu joue comme un pied, mais il est tellement heureux de jouer de l'accordéon, que moi, Karajan, je suis heureux avec lui de voir sa joie. Et ce jour-là, Herbert von Karajan rejoindra les autres, et le vieux Léon et Mozart le prendront par la main, ils l'amèneront dans la ronde, et il dansera avec tous les autres, et les arbres, et les pierres, et les chiens, et les lapins, et il sera heureux à écouter Dieu. Et ce jour-là, il se sera pardonné. C'est mon pays. C'est dans cette pièce où sont nés les Chamontins. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis dans l'Ardèche. Parce qu'il y a 2 lieux chez moi. Il y a ici, au quartier du Petit Bois, à Rions, il y a la Gorse, chez mon cousin Pierre, à La Valette, où est né mon grand-père. Et là, j'ai mes 2 cousins, le Chamontin et le Mestre, qui ont écrit, tous les 2, qui m'ont écrit des textes et qui sont mes amis. Et on a la chance d'être cousins et amis. Tout le territoire qui est derrière, ou en face, un peu partout, les montagnes, l'Ardèche, où on passait notre temps à pêcher, à barboter, sans savoir nager d'ailleurs, au péril de notre vie, mais c'était comme ça en ces temps. Ça jouait un rôle très important dans ce qui est devenu Gérard, en partie pour toutes les histoires qu'il racontait, et qui ont d'ailleurs souvent pris racine dans ce qu'on racontait, ce qu'on pouvait savoir, avec les gens du village, les petites légendes qui couraient. Bien sûr, il met dedans sa façon de s'exprimer, mais sa façon de s'exprimer, bon, elle est quand même aussi celle des gens d'ici, puisque, comme on peut le voir quand on lit ces histoires, on voit bien apparaître que son français, qu'il maîtrise plus qu'il ne le dit, il ne s'agit pas de le prendre pour un crétin ou un demeuré quelconque. Bon, son français porte la forte marque de ce qui a été ici, c'est-à-dire d'un bout où les gens parlaient, disons, patois, c'est-à-dire occitan, et de nombreuses traces sont restées dans le langage. Et donc, ces histoires sont vraies dans ce sens-là, dans le sens de leur authenticité. Pour moi, presque tout ce qu'il raconte n'est plus dans le pittoresque de l'anecdote. Il y a toujours un au-delà de l'anecdote. Il y a cet amour, il faut le chercher quelquefois, des petites gens. Et la manière qu'il a d'exprimer cette vérité, elle est tout à fait remarquable. Alors, il y a quelqu'un qui l'a dit remarquablement bien, qui l'a sûrement jamais influencé, c'est Paul Valéry. Il a dit, il faut faire faux pour dire le vrai. Sa peinture, c'est la poursuite de la parole par d'autres moyens. Ce qu'il n'a pas pu dire tout à fait avec les mots, d'autant plus qu'il est obligé de condenser, il va le dire avec beaucoup plus de fantaisie et d'une toute autre manière avec sa peinture. Et c'est là qu'il y a le merveilleux. Le merveilleux, il n'est pas dans le récit tellement. Les couches pampers, le lait Gloria qu'on donne au petit Jésus, la taille de la chose, les troupes d'Hérode au moment du massacre des saints innocents qui brandissent le drapeau nazi, etc. Ça y est pas dans le texte. On trouve ça presque dans toutes les... Pas dans tous les tableaux, mais presque de Latier. On se méfie des militaires, on se méfie des curés, pas en tant que tel, dans la mesure où ils sont des instruments d'oppression et de contrainte. Et puis il n'aime pas la mauvaise graisse, l'enrichissement facile,
le fait que les rapports soient pas des rapports entre des personnes, mais des rapports hiérarchiques. Hein, et ça, bon, que ce soit la guerre des Camisards, on peut en trouver, ou toutes les révoltes sanglantes ou pas qui jalonnent l'histoire de l'Occitanie, et qui, Dieu sait si elles sont nombreuses et douloureuses. Hein, je pense qu'il se relie tout à fait à cette tradition-là. Mais c'est une tradition de liberté, et non pas de libre pensée au sens des rationalistes du 19e siècle. Je suis le même, hein. Le Latier de 20 ans et le Latier de maintenant, bon, ils sont les mêmes. Simplement, j'ai des fois un peu mal au genou, j'ai un peu de peine à me relever. Mais ça, c'est normal. Et par contre, j'ai peut-être un peu plus de paix, un peu plus d'indulgence, hein, un peu plus de sérénité. Tu sais, c'est les pièces c'est bien de vieillir, parce qu'en fait, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Tout d'un coup, on a une pièce, on savait pas quoi que ça correspondait, et puis, elle vient là, à cette place. Ça y est. Alors j'en suis à mettre les dernières pièces du puzzle en place. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés 30 ans après, par exemple. Et toi et moi, on est des pièces de puzzle aussi. Et on voit que ça s'emboîte. Et ce jour de printemps, je ramasse des asperges avec Annie, mon amour, et la joie m'habite. Et je pense à toi, Marie, la toute bonne, la toute douce, la toute joyeuse, la toute pleine de bonheur. Et ils ont voulu faire de toi la noire, la pathétique, Notre-Dame de cette douleur. Tout ça, juste parce que tu étais là, au pied de la croix, quand tout se dégonflait, parce que vraiment, des fois, c'est trop dur. Permets que je te peigne, Marie, et aussi que je raconte la seule chose que tu aies jamais demandé à ton fils. Voilà. C'est ta cana. C'est la noce. Tu es là avec ton fils, toute joyeuse, toute pleine de bonheur. Et tout d'un coup, merde, plus de vin. Et la noce, ça a un peu de vin pour faire rire et chanter le cœur. Ça cague, ça retombe, ça devient moche, triste et quotidien. Et merde, plus de vin. Alors, Marie, tu vas vers ton fils et tu lui dis, quand même, Jésus, puisque tu es Dieu, tu pourrais bien faire quelque chose pour la joie de ces gens qui vont manquer de pinard et se sentir tout tristes. Jésus, ton fils, il roumègue. Son temps n'est pas encore venu. Et puis commencer sa carrière comme ça, par un miracle de foire, par un tour de bateleur, ça peut pas faire. D'accord pour guérir les aveugles, d'accord pour marcher sur les eaux, d'accord pour ressusciter les morts. Mais changer de l'eau à vin pour qu'il continue de se saouler la gueule, dis Marie, de quoi on aurait l'air? Mais toi, Marie, tu insistes. C'est la seule chose que tu demanderas jamais de toute ta vie. Juste un peu de vin pour que la noce soit plus triste et que la joie continue à Cana ce jour-là sur la terre. Alors Jésus, ton fils, il craque. Tant pis pour les médias. Et lui, Dieu, que personne encore le sait, il lève la main et il fait son premier miracle. Et l'eau se change en pinard. Et la fête reprend, et la rigolade reprend de plus belle dans la noce à Cana, ce jour-là, parmi les hommes et les femmes de la terre. Alors Marie, puisqu'à 7 ans, ils sont pas arrivés à m'interdire la joie, et que je suis peintre sur mes garrigues, permets que je te peigne, Marie, la toute douce, la toute bonne, la toute pleine de bonheur. À ta santé, Marie, Notre-Dame de la joie. Tous les matins, tu vois, je vais au bout du chemin, je marche. Hein, il y a des moments assez extraordinaires. L'autre fois, il y avait un double arc-en-ciel tout le matin.
C'était tellement beau que j'ai applaudi le bon Dieu. Quand j'arrête de peindre, le soir, je vais au bout du chemin pour me dégourdir les jambes, et des fois le matin aussi. Bon, c'est un bout du monde, ça, il n'y a rien là. Je ne sais pas pourquoi, c'est un endroit qui a été préservé. Je me dis des fois qu'avec un peu de chance, ma vie, elle s'arrêtera un jour comme ça, au bout du chemin. Elle finira sous les buis, sous les cistes. Mon ami Marcel Allemand, un jour, m'a écrit à propos du tableau de Bruegel, La chute d'Icare. Et dans sa lettre, il me dit, au fond, nous allons tomber un jour, les ailes brûlées par le soleil, dans l'ordre des choses ou dans l'indifférence générale, mais au fond, ça n'a pas d'importance. Mais voler, vieux frère, voler, ça, c'est rudement bon.